Bonjour à toutes et à tous pour ce 13e numéro, ça ne portera pas malheur, rassurez-vous, de ce podcast Talk Sapiens La Tribune. Nous allons parler aujourd'hui de l'ESSisation, je ne sais pas si ce mot vous est familier, l'économie sociale et solidaire, l'ESS. On va parler de son histoire, on va parler de son présent, on va parler de son futur. Arme de la nouvelle économie à impact, vous savez, on en parle énormément de l'impact aujourd'hui. Est-ce que c'est le nouveau capitalisme qui va sortir de là ou des crises que nous avons traversées depuis le début du siècle, la crise de 2008, la crise financière, la crise sanitaire également, la crise écologique qui est devant nous. C'est une nouvelle économie qui nous inspire à la tribune. Je le montre à l'écran, à la caméra, j'espère que vous le verrez, mais je le dis aussi pour ceux qui écoutent ce podcast. La Tribune a lancé une revue qui s'appelle T La Tribune, qui est un bimestriel. Tous les 2 mois, nous parlons d'un thème. Et ce numéro de ce mois-ci, enfin de cette période qui vient de sortir en kiosque, est consacré à l'engagement. Quand les territoires nous inspirent, nous avons une interview d'ailleurs de la ministre, on en parlera, de l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, qui nous parle de tous ces enjeux et son analyse, on en parlera, et ça nous va bien, nous, à la tribune. L'économie sociale et solidaire, c'est tout sauf un truc de parisien. Alors, pour en parler, sont présents autour de nous 3 experts qu'on a vraiment le plaisir de recevoir, à commencer par Stéphanie Goujon, qui est directrice générale de French Impact. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous nous expliquerez ce qu'est French Impact dans quelques instants. Jean-Baptiste Mougel, vous êtes le directeur de l'économie sociale et solidaire chez Aesio Mutuel. Bonjour à vous. Bonjour. Et Victor Andro, directeur des affaires publiques et du développement durable. C'est intéressant de voir qu'on rapproche aujourd'hui les deux. Chez Stuart, on va dire le Deliveroo français, mais Stuart. Voilà. On y reviendra. On y reviendra, vous nous en parlerez. Et on parlera aussi des enjeux, effectivement, des emplois, des nouveaux emplois de cette nouvelle économie. Et est-ce que d'ailleurs vous faites partie de l'économie en impact? En tout cas, comment avoir de l'impact? Alors, ce que je vous propose, peut-être en termes de déroulé, c'est peut-être de définir ensemble à la fois l'histoire et l'actualité de cette économie sociale et solidaire, et ensuite peut-être de digresser. Vous savez qu'on aime ça, se laisser finalement le débat avoir lieu de façon spontanée sur les enjeux de transformation que cette économie sociale et solidaire peut porter, notamment en France et notamment dans cette période très particulière qu'on traverse avec la crise sanitaire, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, on y reviendra. Peut-être pour commencer, alors je vais demander à Stéphanie Goujon de nous donner d'abord peut-être une présentation de qui vous êtes et ce que vous faites chez French Impact, et quel est le lien que vous avez, vous, quel est le rapport que vous avez avec l'ESS? Oui, tout à fait. Donc French Impact est né d'une initiative gouvernementale, et pour simplifier, on va dire qu'on est l'équivalent de la French Tech pour l'économie sociale et solidaire, mais plus largement l'innovation sociale. Donc nous, on prône ce qu'on peut appeler une ESS sans rivage. Et très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des solutions qui existent dans nos territoires aux grands enjeux de notre temps, que ce soit le décrochage scolaire ou le recyclage plastique. Et ces solutions, on les fait grandir, on les accélère et on cherche à inspirer les politiques publiques. Et donc à créer des passerelles entre l'innovation sociale et environnementale et l'innovation publique. Donc, le lien avec l'économie sociale et solidaire, c'est que cette économie, qui est une économie de proximité, c'est aussi une économie de solution, et donc elle recèle de trésors, et donc on va dire que c'est notre principal champ d'action, mais on déborde de sa définition statutaire, telle qu'elle a été enclenchée par la loi de 2014. Nous, on cherche à irriguer, en fait, à ESSiser, c'est le thème de cette table ronde, toute l'économie. Merci. Alors, c'est tout à fait imprononçable, ESSisé. En tout cas, c'est pas traduisible, en anglais. C'est pour ça qu'on utilise ce mot de impact aujourd'hui, qui est très à la mode, mais on verra qu'il n'y a pas que de la mode. Alors, peut-être Jean-Baptiste Mougel, et on en parlait un peu tout à l'heure. Donc, donnez-nous un peu une vision historique, sans remonter non plus à Jaurès, mais en tout cas, si on prend sur, vous nous disiez, c'est un peu Rocard, le père de l'économie sociale et solidaire, et comment est-ce qu'on a pu rapprocher économie sociale, souvent opposée, et solidaire, dans la culture française et dans l'administration aujourd'hui, parce qu'il y a une administration de l'ESS.
Oui, écoutez, tout d'abord, un petit mot pour vous présenter Aesio Mutuelle. Aesio Mutuelle, c'est le deuxième acteur mutualiste français. Donc, notre métier, c'est principalement protéger les personnes en matière de santé et en matière de complémentaire santé. On vient de créer un groupe important avec la Massif qui s'appelle AMA Group, qui aujourd'hui protège 8 millions de personnes. Donc on voit bien que des structures de l'économie sociale aujourd'hui sont des structures qui peuvent être très importantes. Pour revenir sur l'histoire, je pense qu'il y a eu plusieurs périodes. D'abord, il y a eu l'émergence de nouveaux modèles d'engagement et d'entreprise. À la fin du 19e siècle, avec la création des associations, la création des mutuelles, la création d'un certain nombre de coopératives, c'est-à-dire un certain nombre d'individus qui se sont mis ensemble pour faire du commun, pour créer des nouvelles solutions qui n'existaient pas auparavant. Mais à l'époque, on ne parlait pas effectivement d'économie sociale et solidaire. Et effectivement, d'un point de vue institutionnel, le terme économie sociale a été posé dans notre administration par Michel Rocard, qui avait créé en premier lieu une délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Après, il y a eu des débats sémantiques assez importants au sein du secteur, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire qui se pose d'abord sur les statuts de l'entreprise, c'est-à-dire la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, le fait d'avoir une personne, une voix dans la gouvernance, et un certain nombre d'autres principes qui existent, un certain nombre d'acteurs se sont dit, nous, ce qui nous importe, c'est non pas le statut, mais c'est répondre à des nouvelles problématiques de la société. C'est pour ça qu'a été développée l'économie solidaire. C'est un nouveau terme qui est apparu au milieu des années 80-90 pour répondre finalement aux dérives de la mondialisation. Et on a vu un certain nombre de nouvelles entreprises qui se sont créées, par exemple les entreprises d'insertion, par exemple le commerce équitable, par exemple les AMAP, etc. Et donc, ils se sont réunis sur le terme économie solidaire. Et puis finalement, les pouvoirs publics et puis les acteurs se sont dit, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Et donc, on va réunir ces deux familles qui sont l'économie sociale statutaire et l'économie des entreprises qui se fixent dans leur objet social une mission, entre guillemets, de solidarité ou d'impact social sous le terme d'économie sociale et solidaire. Et puis, c'est vrai que depuis les années 2000, on voit un boom et une reconnaissance de ce terme-là, y compris au niveau institutionnel, puisqu'il y a eu une loi en 2014, la loi Hamon, mais on a eu un certain nombre de ministres, d'abord à l'économie, puis après à la transition écologique, puis de nouveau aujourd'hui avec Olivier Grégoire à l'économie, et on voit bien qu'il y a des opportunités pour ce secteur et que c'est un secteur d'avenir, justement, à un moment où la société se cherche et fait face à un certain nombre de révolutions ou de ruptures, et que c'est à l'économie sociale d'y contribuer à son niveau pour apporter des nouvelles solutions, ce qui s'appelle l'innovation sociale. Alors peut-être, avant de parler des nouvelles innovations avec vous, Victor, peut-être Stéphanie et Jean-Baptiste, pour poser encore le cadre, que représente aujourd'hui, on dit c'est à peu près 10% des emplois, ce monde divers, mais en même temps un peu réunifié, en tout cas qu'on tente de réunifier, de l'économie sociale et solidaire. Stéphanie, oui, on dit 10% du PIB, 2,4 millions de salariés, et je crois que c'est 200 000 entreprises de l'ESS à peu près. Mais encore une fois, nous, on vise à déborder, et c'est vrai qu'on touche aussi à ce qu'on appelle l'économie à impact. Et c'est quoi l'impact? Vous allez me dire, c'est un mot valise. Alors nous, on a notre définition, encore une définition de l'impact. C'est quoi votre définition? L'impact, c'est la performance, c'est la triple performance. C'est la performance économique, sociale et environnementale. Parce que les trois vont ensemble, elles sont imbriquées, et c'est totalement illusoire aujourd'hui, et on l'a vu avec la crise Covid, de penser qu'une économie peut fonctionner sans se soucier du capital humain, et de penser qu'on peut développer du capital humain sans se soucier du capital environnemental. Les trois sont imbriqués. Il y a d'ailleurs tout un combat qui est mené par Bercy aujourd'hui et par la France et au niveau européen sur les indicateurs extra-financiers. Il y a d'ailleurs tout un sujet sur la comptabilité durable, la comptabilité triple capital. Et nous, on est convaincus et on promeut la mesure d'impact que pour changer de modèle, il va falloir changer de mesure. Absolument, mais on va en reparler, ça, de la question des actes et des preuves, justement, mais peut-être avec vous à nouveau, Jean-Baptiste, sur à la fois quel est l'impact finalement de cette économie dans l'économie française, qu'est-ce qu'elle représente d'après vous? Parce que c'est vrai qu'on disait mot valise, on peut aller depuis les mutuelles, l'esprit mutualiste qui perdure, même s'il a sans doute évolué, mais qui a quand même sa culture. Ça va jusqu'au monde associatif, et puis ça va aller, on va en parler, jusqu'à cette nouvelle économie des plateformes avec des visions du travail aussi qui sont différentes. Qu'est-ce que vous, finalement, vous la positionnez où? Est-ce qu'elle n'est pas un peu, j'allais dire, souvent assise entre deux chaises, cette économie, tirée par le social, tirée vers le solidaire, ou tirée vers l'économie et la performance? Non, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne rentre pas dans des cases.
et que c'est difficile de la mesurer parce qu'elle rentre pas dans des cases. Je vous donne un exemple. L'économie sociale, c'est effectivement des entreprises avec des salariés qui ont une activité économique, on va dire, classique, comme n'importe quelle entreprise, mais c'est aussi du bénévolat qui représente un certain nombre de valeurs qui n'est pas pris en compte dans le PIB. Donc finalement, on voit bien que ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire que la mesure de l'économie sociale est difficile parce qu'on essaye de lui plaquer des codes qui ne sont pas les siens. Alors ça, c'est le premier aspect. Après, si on veut mesurer économiquement avec les indicateurs actuels, on voit bien que c'est très hétérogène. Vous parlez de 10% de l'économie, c'est vrai, mais elle est très présente dans certains secteurs. Si vous prenez par exemple le secteur de la complémentaire santé, aujourd'hui c'est 50% du marché qui est détenu par les mutuelles, on va dire. Donc c'est un vrai pouvoir économique. Un vrai pouvoir économique. Dans certains secteurs comme le handicap, le médico-social, elle a des parts de marché qui sont très très importants. Et inversement, dans un certain nombre d'autres secteurs, elle n'est pas présente. Et c'est pour ça qu'Adhésion Mutuelle a développé ce terme d'ESSisation. Ce terme d'ESSisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer l'économie sociale et solidaire dans des secteurs où elle est peu ou pas présente. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'une économie qui fonctionne bien, c'est une économie qui est plurielle, qui associe des acteurs publics, qui associe des acteurs privés lucratifs classiques, traditionnels, et qui associe aussi des acteurs non lucratifs. On voit bien que ça crée de la valeur. Je vous donne un exemple. Quand une entreprise comme Enercop, qui s'est positionnée sur la question de l'énergie durable, c'est quasiment les premiers. À la fois, ils ont créé une offre qui répondait à un nouveau besoin des consommateurs, mais ils ont aussi participé à faire évoluer les acteurs qui étaient en place. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut bien effectivement renforcer la part de marché de l'économie sociale dans des secteurs où elle est déjà, pour pas qu'elle disparaisse dans des secteurs où elle est attaquée par l'ubérisation, la place de l'algorithme ou le secteur privé. Mais il faut aussi encourager à développer l'ESS dans des secteurs où elle est peu ou pas présente. C'est ça l'ESSisation. Absolument. Donc il y a une forme de dynamique. Alors Victor, peut-être pour vous donner la parole, puis on va échanger après tous les trois. Alors vous êtes, j'allais dire, quand même un jeune de l'ESS. Stuart, c'est une entreprise récente. Alors peut-être nous présenter ce qu'est l'ESS. En tout cas, vous n'avez pas cet historique des mutuelles, c'est ça que vous voulez dire. Vous prenez pas mal, chers amis. En tout cas, vous êtes plus récent. Est-ce que vous vous reconnaissez partie prenante de cette ESSisation? Et pour répondre à ce que disait Jean-Baptiste, ce qui est assez intéressant, c'est est-ce que c'est un marché de l'offre ou un marché de la demande? Est-ce que c'est la demande qui est le driver, c'est-à-dire les attentes, les besoins, ce que semblerait définir effectivement cette nouvelle économie des plateformes, ou est-ce que c'est plutôt dirigé par une logique d'offre? On va finalement apporter un besoin qui n'est pas forcément rempli correctement et qui correspond à un besoin de la société. Alors déjà, moi, quand j'entends les interventions des experts qui sont à mes côtés, ça me renvoie à la plus grande humilité parce que je suis, on va dire, petit nouveau dans le monde de l'ESS et en tout cas en mouvement vers quelque chose. Stuart, simplement pour le rappeler, c'est la plateforme de livraison locale pour les commerçants et les e-commerçants dans les villes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter des commerçants qui ont besoin de livrer leurs clients avec des flottes de livreurs qui transportent uniquement les marchandises de façon écologique. Donc ça, c'est vraiment la promesse de Stuart qui entend développer... Écologique, ça veut dire vélo ou électrique? Ça veut dire vélo ou électrique. Donc c'est en majorité mode actif. Donc vélo et tout ce qui est propulsion à pédale, vélo cargo, remorque à assistance électrique pour vélo et un reliquat de vannes électriques également. Donc voilà, on a vraiment cette promesse de décarboner toutes les activités de livraison du dernier kilomètre dans les villes, à la fois en proposant des modes de transport qui soient propres, et en même temps en proposant une technologie d'optimisation des flux, de sorte pour faire en sorte que tous les flux soient partagés entre les différents commerçants d'une ville. Donc voilà, ça c'est Stuart. On est aujourd'hui une entreprise du groupe La Poste. On est 100% groupe La Poste aujourd'hui. Donc Stuart a une mission environnementale de base qui est vraiment de faire diminuer les émissions de CO2 qui sont liées au transport de marchandises dans les villes. Et s'intéresse de plus en plus, évidemment, à avoir davantage d'impact, c'est-à-dire au-delà de l'aspect environnemental, à avoir un impact aussi en matière sociale, et particulièrement relativement aux travailleurs qui vont chercher de l'activité sur la plateforme. Donc nous, en fait, je dirais qu'on est
un embryon de l'innovation sociale. On a en tout cas un mandat qui nous est donné par le groupe La Poste de développer un modèle social qui soit responsable et qui soit pionnier au sein de l'économie des plateformes. Je pourrais tout à fait y revenir. On est aujourd'hui sur ce chemin à la convergence du coup entre impact environnemental et impact social. Et on vient d'ailleurs de rejoindre le mouvement Impact France qui va calculer et publier notre Impact Score tous les ans. Absolument, parce que quand on pense à vous, et c'est pour ça que je disais, est-ce que vous faites partie de ce monde, il y a un mot il y a ESSisation, mais il y avait un autre mot qui a fait beaucoup de buzz dans les années précédentes, c'est l'ubérisation. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, si on regarde que l'économie des plateformes, dite de l'ubérisation, donc du parti d'Uber, mais qui s'est élargie, donc pour ça que je parlais de Deliveroo, mais on peut voir des différences, peut-être parce qu'elle est partie très vite, et aussi est partie du sentiment qu'un certain nombre de besoins n'étaient pas remplis et pouvaient l'être différemment. Elle a été disruptive, pour le dire autrement. Ouais. Elle ne s'est pas forcément préoccupée dès le départ de son impact social. Et aujourd'hui, alors en France, mais pas que en France, hein, même aux États-Unis, la question de savoir si c'est du salariat déguisé, savoir quels sont en tout cas les droits sociaux et les devoirs des entreprises de l'économie des plateformes est quand même un sujet extrêmement important. Comment vous, alors forcément maintenant 100% La Poste, donc forcément exemplaire, n'est-ce pas, comment est-ce que vous avez appréhendé ce sujet avec vos livreurs et quelles leçons finalement vous tirez de ce débat qui a eu lieu depuis quelques années et quelles réponses éventuellement vous pouvez y apporter? Alors, moi, j'estime qu'on n'est pas vraiment un acteur qui dépend ou qui correspond à un phénomène d'ubérisation, dans le sens où on a vraiment une logique d'abord commerciale qui est totalement différente. Nous, on n'est pas une plateforme qui va être un agrégateur, comme le sont aujourd'hui effectivement Uber que vous citez, ou Deliveroo, qui vont finalement référencer des établissements en captant du coup leur clientèle et les référencer sur leur plateforme de la manière qu'ils souhaitent. Et du coup, se rémunérer par commission. Nous, on va être vraiment une solution partenaire des commerçants qui nous utilisent en marque blanche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer de les doter d'une solution qui leur permettra de rivaliser avec des géants du e-commerce, mais sur leur territoire. Le but, c'est vraiment de leur mettre entre les mains, en marque blanche, des solutions similaires. Et ensuite, il y a l'aspect effectivement qui est aujourd'hui dans le débat public des travailleurs. Alors très souvent, ça se polarise autour du recours à des auto-entrepreneurs, à des entrepreneurs individuels par les plateformes. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on ignore très souvent, c'est que chez Stuart, ce recours, il n'est que partiel. On va effectivement travailler en partie avec des entrepreneurs individuels, mais pour la moitié du chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme, les livreurs sont des livreurs salariés de sociétés partenaires. Donc effectivement, Stuart n'a pas de salariés en propre. En revanche, c'est une entreprise qui va fonctionner avec des sociétés partenaires qui, eux, vont avoir des livreurs salariés. Et ça va dépendre effectivement du type de flux. Donc là où on va avoir tendance davantage à travailler avec des livreurs entrepreneurs individuels en direct, ça va être pour tous les flux rapides et notamment de la restauration. Puisqu'en face de nous, on a des acteurs qui ne vont avoir recours qu'à ce type de statut. En revanche, pour tous les flux qui peuvent être davantage consolidés, comme pour la livraison de courses alimentaires, pour la livraison de colis en tournée, etc., Stuart a beaucoup évolué ces dernières années. On a même ouvert des entrepôts urbains au cœur des villes. Donc aujourd'hui, on réalise des tournées en cycle logistique. Là, on est vraiment sur des livreurs salariés qui sont occupés quasiment toute la journée, parce que la vraie question, c'est aussi comment est-ce qu'on peut absorber des pics de demande, voilà. Mais je pense que derrière, que la question du statut, elle aborde les choses d'une façon un peu incomplète, parce que aujourd'hui, finalement, nous, on est agnostique du point de vue statut. En revanche, force est de constater qu'il y a un déficit de protection sociale aujourd'hui entre le statut d'indépendant au sens large et le statut de salarié. C'est-à-dire qu'à cotisation sociale identique, la protection est beaucoup plus faible. Il y a quand même 7 points d'écart. Donc nous, on a beaucoup œuvré en parallèle depuis 4 ans avec les pouvoirs publics pour apporter des surcroîts de protection sociale à ce statut d'indépendant. Est-ce que vous avez réussi à combler l'écart ? On a réussi partiellement à combler l'écart,
mais on n'est pas partiellement. Ça veut dire combien? Mais on n'est pas au résultat escompté. Partiellement, ça veut dire que en fait, c'est un travail à la fois des plateformes et des pouvoirs publics. Donc les plateformes aujourd'hui, nous on était la première plateforme du marché en France à financer à 100% une garantie santé prévoyance, donc à couvrir les livreurs dans le cadre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Toutes les plateformes ont suivi et d'ailleurs la LOM maintenant l'impose à l'ensemble des plateformes qui ont une responsabilité sociale puisqu'elle fixe les prix. De la même manière, en fait, les deux grands pôles, c'est la garantie santé-prévoyance, l'autre, c'est la contribution pour la formation. Nous, on était de la même manière la première plateforme parce que on cible aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi, à proposer en fait des solutions de formation gratuites et on se base notamment sur l'alternance et l'apprentissage. Donc aujourd'hui chez Stuart, vous avez plusieurs centaines de coursiers chaque année qui vont pouvoir reprendre une formation, soit avec Formapost, qui est le centre de formation des apprentis du groupe La Poste. Donc vous avez aujourd'hui des dizaines de coursiers qui se forment à des emplois dits durables au sein du groupe. Donc des emplois de facteurs ou de conseillers bancaires à la banque postale. Et vous avez un autre partenariat de Stuart avec Open Classroom qui propose des formations diplômantes en apprentissage. Peut-être, oui, je vous vois lever la main, mais j'allais vous donner la parole, Jean-Baptiste, sur... voilà, est-ce que l'exemple qu'on vient de voir là, c'est la démonstration de l'ESSisation, c'est-à-dire qu'on peut remplacer, on peut corriger ou on peut, comment dirais-je, peut soigner l'ubérisation par l'ESSisation progressive. Est-ce que cet exemple, alors évidemment, qui n'est pas forcément suivi de la même façon par toutes les plateformes, même si judiciairement, on le voit, y compris aux États-Unis, la requalification comme des salariés normaux des travailleurs des plateformes est en train de se passer. Mais est-ce que donc vous sentez cette dynamique et quelque part, la période qu'on a connue dite d'ubérisation, elle est vraiment derrière nous? Alors, bon, d'une part, on remet pas totalement en cause l'ubérisation. L'ubérisation, ça a apporté un esprit d'innovation qui a permis de renforcer la qualité sur un certain nombre de sujets. Oui, mais certains ont parlé d'esclavagisation, quand même, pour le dire. Au-delà de la notion des totems que sont ou du totem qui est Uber, je pense que l'ubérisation, elle a un volet qui est le volet innovation, et on a besoin d'innovation aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce que l'innovation fait du progrès ou pas du progrès? Et effectivement, c'est aujourd'hui le problème de la captation de la valeur, c'est le problème de la condition des salariés qui se pose. Et je voulais justement revenir à la question du salariat, ou entre guillemets de l'entrepreneuriat, pour vous montrer effectivement que l'ESSisation, elle est possible, et que depuis un certain nombre d'années, les acteurs de l'économie sociale inventent des choses, et encore plus aujourd'hui, puisqu'il y a des nouveaux entrepreneurs qui ont envie de donner du sens à leur travail, ou d'entreprendre, entre guillemets, et dans un métier qui a du sens. Je vais vous prendre 5 exemples très rapides. On a parlé beaucoup ces dernières années du statut de auto-entrepreneur. Bon, l'économie sociale et solidaire a créé depuis maintenant 10-15 ans des coopératives d'activité et d'emploi qui permet à des gens qui veulent monter leur boîte, mais qui ne se sentent pas de le faire seuls, d'être dans un cadre collectif où ils ont un statut de salariat, mais qui ils participent quand même à la cause commune, et c'est une vraie solution qui existe, et ce qui est très protectrice pour les personnes en question et qui est créateur de valeur. On parle aussi des coopératives. Les coopératives, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais le principe de coopérative, c'est des scopes en particulier, les sociétés coopératives. Eh ben, c'est très intéressant parce que les salariés peuvent participer et être actionnaires de l'entreprise. Donc là aussi, c'est une innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la place des salariés dans la gouvernance, etc. Eh ben, les scopes, c'est un bon modèle pour permettre de partager la valeur produite par l'entreprise et que chacun puisse en bénéficier. Autre aspect, les groupements d'employeurs. Toutes les entreprises peuvent pas forcément embaucher un certain nombre de personnes, etc. Et il y a un certain nombre d'associations, d'entreprises qui sont unies ensemble pour mutualiser les emplois. C'est aussi une initiative de l'économie sociale. 4e exemple, les entreprises d'insertion ou les chantiers d'insertion, qui depuis un certain nombre d'années se sont donné comme vocation d'intégrer dans leur entreprise des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Ils sont d'ailleurs aidés de manière modique, mais ils sont aidés par l'État, ils ont un conventionnement avec l'État, pour les réinsérer dans le marché du travail. Et c'est des contrats qui sont courts, de 2-3 ans maximum, et qui ont pour objectif, finalement, de remettre le pied à l'étrier. Et enfin, dernier exemple, qui est plus récent, puisqu'il y a eu une loi récemment, territoire zéro chômeur, là aussi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui permet de les indemniser, etc., et par l'activité. Et donc tout ça, c'est des innovations qu'on aimerait voir se développer partout en France et partout dans le monde, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre nous pensent que souvent, notre société et notre économie, finalement, tournent à l'envers.
À l'envers, c'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, quand à un moment donné, des salariés sont pas vraiment salariés, mais qui sont complètement dépendants dans les plateformes, qui s'ils ont un accident, ils ont aucune protection, etc. Ils sont D'accord, non, on a bien compris. Voilà, donc c'est bien l'ubérisation. C'est ça, c'est bien l'ubérisation, c'est les mauvais côtés. Et donc on pense effectivement qu'il y a eu le temps de l'ubérisation, mais qu'il est à la fois possible et nécessaire de venir au temps de l'ESSisation. L'innovation. Voilà, au contraire, l'ESSisation intègre l'innovation. Et puis juste un dernier petit point, on a une opportunité qui est formidable. Même si on est dans une situation dramatique avec la crise sanitaire et économique, on a quand même un plan de relance de 100 milliards d'euros. J'allais y venir. Ce plan de relance, il a pour vocation à préparer à l'économie 2030. Qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça ou on encourage la transformation du modèle? Justement, dans le plan de relance, alors Stéphanie, peut-être vous pouvez prendre le relais, puis je reviendrai parce que vous avez soulevé plusieurs questions qui étaient intéressantes, mais dans le plan de relance, il y a une dimension notamment de territorialisée, puisque ce plan de relance, il a une vocation à être effectivement dans une logique de proximité qui est une des leçons de la crise, et l'ESSisation ou l'économie à impact, pour le dire autrement, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation initiale, elle est très locale souvent, elle s'inscrit dans le réel et dans la proximité. Tout à fait. En ça, l'exemple de Stuart est très significatif, parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a un profond ancrage local. Il y a aussi une question quand même sur laquelle je vais répondre sur le plan de relance. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste. C'est comment faire sauter ce plafond de verre. Parce que vous voyez, les solutions, elles existent. Ce dont Jean-Baptiste parle, c'est de la performance. C'est pas qu'une question de générosité ou d'humanité. On parle d'efficacité. Et du coup, comment faire sauter ce plafond de verre? Nous, on pense que l'innovation sociale et environnementale, puisque les deux sont liés, et l'économie sociale et solidaire, elle manque de lisibilité, elle manque de visibilité et elle manque de financement. Donc effectivement, comment on peut saisir l'opportunité du plan de relance et des annonces, des mesures exceptionnelles, des 100 milliards d'euros annoncés par Bercy? Comment éviter l'asymétrie entre ces annonces et les retombées réelles, rapides sur les territoires, mais en fléchant vers les projets à impact, pour que la relance soit aussi l'occasion d'une transformation du modèle. Donc, ce qu'il faut entendre dans le plan de relance, c'est qu'il a 3 piliers: la compétitivité, la cohésion et l'écologie. On peut peut-être se dire que l'écologie aurait dû être transversale et qu'il fallait peut-être pas mettre ces 3 piliers, mais en tout cas, on est content qu'il y ait des fonds à flécher. Nous, ce qu'on croit par rapport à ça, c'est qu'il faut aider, appuyer à faire la logistique du dernier kilomètre entre ce qui est dit à Bercy et ce qui va se passer à Grenoble, à Figeac, à Mayotte, ou à Nantes. Et comment on peut faire ça? C'est en mettant autour de la table, en créant des alliances. C'est un peu ce que fait, là, on voit avec Stuart et La Poste. On peut citer d'autres exemples d'alliances. Les entrepreneurs sociaux, les structures de l'économie sociale et solidaire, les grands groupes, et les pouvoirs publics. C'est en créant des passerelles entre ces 3 mondes qu'on va y arriver. Nous, il y a une initiative qu'on mène en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec le soutien du groupe Aesio, avec tous les acteurs locaux, tout l'écosystème local en fait, l'Agence de développement économique, les business angels, France Active, la Banque des territoires. Je vais sûrement en oublier, mais donc on a mis ensemble on a monté ce qu'on appelle une task force, pardon encore pour l'anglicisme, pour justement faire en sorte que ces mesures du plan de relance, les porteurs de projets, ils puissent se l'approprier. Parce que c'est loin pour eux, c'est Paris, c'est quoi ce truc, c'est compliqué, est-ce qu'on est éligible? Comment on fait, passez-moi l'expression, mais pour faire la tuyauterie, la logistique du dernier kilomètre? Il faut être très concret, il faut connaître les projets, et il faut aussi connaître le monde des décideurs publics pour que tout ça fonctionne. C'est pas bisounours, c'est la coopération. C'était un peu ma question. Alors, vous pouvez y répondre tous les 3. Il y a le plan de relance, mais le plan de relance, effectivement, c'est très macroéconomique. C'est pas forcément ancré dans le réel. Après, il y a les préfets à la relance. Bon, c'est bien aussi. Il y a les élus locaux. Est-ce que il y a une prise de conscience suffisamment importante, d'après vous, du levier, et peut-être est-ce que la crise sanitaire, pour le coup, puisqu'on en a parlé un peu, a fait réfléchir, a changé un peu la donne du levier que peut représenter cette économie? Alors on va l'appeler de la proximité pour pas dire l'impact, mais dès qu'on est dans la proximité, on est dans l'impact. Les circuits courts, ça a de l'impact. On va retrouver ça. Ce qui est intéressant dans cette économie, c'est qu'elle traverse tous les secteurs, toutes les filières. On peut retrouver
On peut mettre de l'ESSisation, pardon, j'ai du mal, partout. Donc, c'est des initiatives souvent qui viennent du terrain. Et ça vient souvent aussi corriger des défaillances de l'État ou des pouvoirs publics. Comment on peut réconcilier ou faire cette tuyauterie ? Alors, d'une part, je pense que effectivement, sur le papier, comme pour la question de l'écologie, finalement, tout le monde est d'accord. Donc, y compris sur les notions de SSisation, ou en tout cas de développer l'économie sociale et solidaire. Hein. Les collectivités locales sont très engagées depuis un certain nombre d'années. L'État de plus en plus, et on a une ministre qui est très active, hein, qui entre guillemets mouille le maillot, hein, si je peux reprendre cette expression. Après, la difficulté, c'est que c'est ce que vraiment a très bien pu décrire Stéphanie, c'est que la particularité de l'économie sociale, c'est que à la fois elle est très hétérogène. Elle est sur l'ensemble des champs de l'économie, c'est très local, et que pour avoir un bon accompagnement, il faut être au plus près des territoires et faire la dentelle. Et dans un État qui est finalement encore assez centralisé, avec des politiques publiques qui sont finalement extrêmement cadrées, on perd finalement la fertilisation des territoires et on a du mal à mettre de l'engrais sur l'ensemble des initiatives qui se multiplient sur les territoires. Donc finalement, c'est aussi un problème de est-ce que les politiques publiques comprennent la diversité de l'économie sociale et est-ce qu'ils sont en capacité finalement de s'adapter à cette valeur ? Stéphanie ? Oui, pardon, je voulais juste rebondir parce que c'est très important ce que tu viens de dire, c'est sur l'ouverture, la transformation de la culture de la fonction publique. Comment on fait pour passer d'une culture de la norme à une culture de l'action ? Et moi, je voudrais quand même revenir à quelque chose qui me semble assez fondamental si ça marche, si ça fonctionne, suite au discours du président de la République du 8 avril dernier, sur toute la transformation de l'action publique, aussi menée par la ministre Amélie de Montchalin. Nous, on est très actifs sur ces sujets et on promeut en fait justement l'ouverture des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires territoriaux, puisqu'on est en partenariat avec un certain nombre d'associations de fonctionnaires, vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc il faut apprendre l'ESS à l'ENA, c'est ça ? Exact. Alors ça s'appellera plus l'ENA, mais c'est exactement ça. C'est comment on a beaucoup parlé de diversité sociale et territoriale, et c'est très important pour la fonction publique. Il y a aussi une question de diversité opérationnelle. Et comment on peut aussi faire venir des praticiens, des acteurs de terrain, c'est ce qu'on appelle le 3e concours, pour qu'il y ait aussi cette diversité-là et qu'on puisse passer à cette culture de l'action. Parce qu'on est quand même encore beaucoup trop engorgé par les normes. Victor Andreau, peut-être sur tout ce qu'on vient de se dire et cette dimension de la proximité qui est votre expérience particulière. Oui, pour le coup, il y a un certain nombre de points effectivement sur lesquels je peux réagir. Déjà, quand on pense plateforme qui intervient dans le champ dans lequel Stuart intervient, très souvent on va associer ça à de l'ubérisation en général et donc à de la standardisation des territoires. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment au contraire, c'est à chaque fois, dans tous les territoires où on ouvre le service, aujourd'hui on est dans 60 villes en France, de travailler en collaboration avec les acteurs locaux et vraiment de nous insérer dans la stratégie locale et dans la stratégie de développement local, que ce soit du commerce, que ce soit des plans de logistique urbaine. Donc effectivement, cette présence locale dans le tissu, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, est extrêmement importante. Quand on va ouvrir notre service dans des villes comme Dunkerque, de la même manière, nous on s'est rapproché de la mission locale pour proposer des opportunités à des jeunes qui n'en avaient pas, de rejoindre la plateforme et ensuite effectivement de se former. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dessine entre des acteurs qui ont vraiment une présence nationale ou internationale, mais qui doivent arriver sur les territoires sans volonté de les standardiser, comme trop d'acteurs le font aujourd'hui, mais au contraire de vraiment s'insérer dans comment est-ce que je peux vous aider à dynamiser votre centre-ville dans vos problématiques de développement local, et comment on a parlé tout à l'heure des coopératives. Alors moi, je veux pas trop spoiler, mais on est en train, chez Stuart, de se rapprocher des coopératives en disant on est une solution technologique qui mutualise des flux, qui travaille déjà avec un certain nombre de donneurs d'ordre, faisons un partenariat et vous pouvez opérer un certain nombre de nos flux. C'est intéressant cette démarche parce que encore une fois, je résume, je ne suis que journaliste, mais si on regarde la crise sanitaire, il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase très solidaire, on applaudissait, notamment les gens en première ligne. C'était le premier confinement. Puis il y a eu une phase, on a l'impression, beaucoup plus de délitement. Peut-être les gens se sont repliés sur eux-mêmes, mais en même temps de prise de conscience. On a beaucoup parlé du village, de la ville du quart d'heure, de la problématique
problématique, effectivement, finalement, de moi et mon quartier, que ce soit dans la ville, ou la relation entre les métropoles et les villes moyennes. On voit d'ailleurs des gens qui fuient certaines métropoles considérées comme trop grandes aujourd'hui ou ayant... c'est sûr, quand tout est fermé, quand les bars sont fermés, c'est moins sympa. Et donc, qui se disent qu'ils vont à la campagne, ou alors qu'ils veulent amener le village dans la ville. Enfin, il y a toutes ces questions-là, aujourd'hui, qui sont sur la table, et où la notion de solidarité, un peu ancestrale de l'histoire, revient. Est-ce que vous, dans votre vision de ce que vous faites, d'apporteurs de solutions, vous voyez une augmentation de l'échelle. Vous parlez de 60 villes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces tendances, en fait, qu'on voit se dessiner et qui sont une évolution, je crois, assez profonde de la société, pour ma part, dont on en parle beaucoup dans le journal, dans la Tribune, est-ce que ça peut passer à l'échelle? Est-ce que dans toutes les grandes villes de France, et demain jusqu'aux plus petits villages, vous allez pouvoir, grâce à la Poste peut-être qui est présente partout, déployer ce nouveau modèle? Alors, nous, pour le coup, on est vraiment une solution qui, si elle veut réaliser sa promesse environnementale, a quand même besoin de densité, donc a besoin de pouvoir grouper des flux, et donc d'une densité de base. Donc pour l'instant, il y a C'est plutôt une solution pour jusqu'aux villes moyennes. Donc on est plutôt une solution jusqu'aux villes moyennes, et d'ailleurs on est partenaire du programme Action Cœur de Ville, porté par la Banque des Territoires pour la dynamisation des villes moyennes. En revanche, les petites villes, pour l'instant, on n'y est pas présent parce qu'on n'a pas trouvé de modèle suffisant qui fonctionne. Demain, avec des offres moins urgentes, etc., on sera sans doute capable de le faire, mais on est quand même un modèle qui dépend de distances relativement courtes pour pouvoir livrer en mode écologique, et d'une densité minimum. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que vous parlez de l'impact de la crise Covid. Est-ce que ça a plutôt accéléré la tendance ou non? Moi, ce que je pense et ce qu'on a vu, c'est que en fait, cette crise-là, elle a finalement réconcilié des notions qui évoluaient dans des mondes parallèles et qui semblaient presque antagonistes. Je prends l'exemple, par exemple, de la notion de e-commerce, donc concrètement d'achat ou de vente en ligne, et la notion de local. Avant, on voyait un développement du e-commerce avec des produits qui venaient de l'autre bout, parfois de l'autre bout de la Terre, qui évoluait et qui augmentait chaque année. Ou tout simplement d'Allemagne. Voilà, ou tout simplement d'Allemagne. Et dans notre la notion de local. Et en fait, je pense que la crise a accéléré la vente en ligne et l'achat en ligne. On a tous beaucoup plus acheté en ligne, on s'est tous beaucoup plus fait livrer, en même temps qu'elle a remis sur le devant de la scène la préoccupation du local, c'est-à-dire concrètement, que font mes commerçants, que font les producteurs qui sont aux portes de ma ville. Voilà. Ou le village dans la ville. Et finalement, elle a rapproché ces deux notions. Et moi, demain, je pense qu'on peut être dans une notion en partie d'achat en ligne, mais d'achat en ligne local et d'achat en ligne gagnant pour les acteurs du territoire. Stéphanie, sur cette logique de proximité et de passage à l'échelle, finalement, d'une SS... d'une forme de réhumanisation dans un monde digital. Voilà, parce que c'est ça la contradiction. Justement, ça me faisait penser à une phrase d'un collègue à vous, qui est le cofondateur de So Good, qui dit moi, j'ai jamais vu de licorne, en revanche, il y a des très jolis poneys. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que... on peut toujours lui coller une corde. Voilà. Mais en fait, il y a une question de modèle de réussite aussi, et un modèle de performance. C'est-à-dire que il y a des structures locales qui vont très bien fonctionner parce qu'elles vont créer des emplois non délocalisables, qu'elles vont avoir une pérennité. Après, elles vont peut-être pas avoir une surrentabilité, mais elles vont être respectueuses de l'environnement. Et si finalement on bouge un peu notre manière de voir la performance, on réalisera que la vraie performance, elle est aussi à ce niveau-là. Donc votre question, c'était comment faire sauter le plafond de verre de l'ESS quelque part et de l'innovation sociale. Donc effectivement, il y a une opportunité, il y a un momentum aujourd'hui parce qu'on voit aussi qu'il y a eu des aspirations des citoyens très fortes qui ont été exprimées lors du premier confinement via les plateformes, via tout le collectif Après-Demain, qui demandaient des circuits courts, qui demandaient plus de solidarité, qui demandaient des solutions de mobilité douce. Et tout ça, ça existe dans l'ESS. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'en rende pas compte? Donc, on a un problème faut qu'on en parle, on est là pour ça. Exactement, ce que je veux dire. On a un problème de visibilité, on a besoin de vous, on a besoin des médias, et c'est en train de se passer, effectivement. Il y a un intérêt, vous, pour le coup, la Tribune le fait depuis longtemps, mais il y a un intérêt croissant sur ces initiatives. Tant mieux, il faut continuer, il faut le faire savoir. Il y a un deuxième levier qui est avec le levier des alliances. On en a
on en a parlé, on l'a évoqué. On a les alliances entre le secteur privé conventionnel, entre guillemets, on va dire les grands groupes, l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics. Moi, je voudrais donner 2 exemples concrets. Pouvoir public et ESS. On a un programme de parrainage entre des initiatives de l'économie sociale et solidaire et des hauts fonctionnaires. Ça peut permettre de lever des freins réglementaires et que l'entreprise se déploie. L'exemple, Envie Autonomie, une structure qui rénove du matériel pour les personnes handicapées avec un chantier d'insertion. Donc c'est à la fois plus écolo, plus social et plus économique. Cherchez l'erreur, la sécurité sociale remboursait pas. Elle rembourse les fauteuils neufs, pas les fauteuils rénovés. Grâce au parrainage avec une haute fonctionnaire de la Direction générale de la cohésion sociale, ils ont eu au cœur de la machinerie de l'État quelqu'un pour appuyer le plaidoyer. Et ça y est, maintenant, c'est passé. La sécurité sociale rembourse. Et donc, ça permet à cette initiative de se développer et au-delà de ça, de structurer une filière d'économie circulaire du matériel médical rénové. Ça, c'est un exemple aussi de ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour libérer, en fait, le potentiel de l'innovation sociale. Et un autre exemple sur les alliances grands groupes et secteur de l'ESS, les joint ventures sociales. On va citer une problématique qui est dans le BTP. On cherche à embaucher, il y a des trous dans la raquette, c'est un métier en tension. Et il y a des chantiers d'insertion qui savent former à ces métiers-là. Donc, il y a des alliances qui peuvent se créer très concrètes. Donc, il y en a notamment avec le groupe Vinci et la structure d'insertion Ares. Ils se mettent ensemble, ils créent une joint venture, comme joint venture, sauf que c'est une joint venture sociale, pour remettre à l'emploi des personnes qui en étaient éloignées et qui vont tout de suite trouver un job. Parce qu'on embauche dans le BTP. Voilà, donc je pense que ça c'est très important et il y a le levier financement, on en a déjà parlé sur le plan de relance et les fonds privés. Jean-Baptiste, oui, Joël, effectivement, et pour compléter ou essayer de prolonger le débat, donc réponse à la globalisation et ESSisation égale réforme du capitalisme. De toute manière, le capitalisme doit se réformer. Je pense que la plupart des économistes... Pour se sauver. C'est ce qu'on appelle the big reset de Davos, vous savez. Ils ont compris. AEMA Group... ça suscite des théories complotistes, mais néanmoins, ils ont peut-être entendu le message. AEMA Group est partenaire prochainement, les 27 et 28 mai, du sommet du bien commun, avec un certain nombre de prix Nobel d'économie à l'initiative de Jean Tirole. L'idée, c'est effectivement bien réformer le capitalisme parce qu'il est en train de se tuer lui-même. Donc le sujet, il est, je pense, aujourd'hui acquis, comme il est acquis le fait qu'il faut qu'on travaille vers une société plus inclusive, plus solidaire et plus écologique, puisque voilà, il y a des enjeux qui sont tels que tout le monde, je pense, aujourd'hui les partage, en tout cas la majorité des Français et des citoyens dans le monde le partagent. Je voulais revenir sur la question de la taille. Effectivement, Big is Beautiful, on peut penser que l'important c'est d'avoir des baleines. Mais si on a uniquement des baleines, à un moment donné, elles sont plus fragiles, parce que il y en a peut-être un peu moins, etc. Elles sont plus visibles et elles sont peut-être un peu plus fragiles. Nous, ce qu'on pense, c'est bien sûr qu'il faut avoir des baleines, mais il faut aussi avoir des bancs de poissons. Un poisson seul, il est faible, mais un banc de poissons est beaucoup plus agile. Si on reprend l'histoire économique, et en tout cas la conjoncture économique de ces dernières années, alors aujourd'hui tout le monde souffre en termes d'activité économique et d'emploi, et aussi les structures de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est des métiers qui sont souvent en proximité dans les territoires, avec de l'activité entre guillemets humaine, et forcément le confinement ne permet pas à ce que les structures de l'économie sociale, en tout cas une partie d'entre elles, se développent correctement. Mais si on prend la crise des subprimes, le seul secteur qui a continué à se développer, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit bien finalement, encore une fois, quand je disais qu'il fallait une économie plurielle, c'est aussi là qu'on voit ces externalités. L'économie sociale qui est très hétérogène et qui est une faiblesse est aussi une force, parce que certainement qu'un banc de poissons est plus résilient que des grosses structures, qu'elles soient publiques ou privées. C'est un autre des mots de la crise, évoqué, résilience. Et je voulais peut-être compléter ce débat sur parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui cette évolution du capitalisme, effectivement, qui peut-être s'en est rendu compte de lui-même. Donc, effectivement, le big reset, la grande réinitialisation, comme certains l'emploient. Mais est-ce que ça correspond pas aussi aux nouvelles générations? C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, les jeunes, nos enfants, en tout cas les miens, et leurs enfants très simplement encore plus, vont avoir une exigence
alors je ne vais pas prendre l'exemple de Greta Thunberg, mais quelque part, elle l'incarne quand même à notre égard et à l'égard de cette transformation. Alors après, toute la difficulté, c'est que c'est une transition, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Mais est-ce que d'une certaine façon, l'erreur qu'on a, enfin en tout cas l'ESSisation des années amont, c'était de penser qu'on allait faire des scopes partout, ça ne s'est pas produit, mais qu'aujourd'hui, en fait, alors peut-être c'est le mot de la loi Pacte avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire que l'entreprise à mission, la raison d'être, est quelque chose qui est en train de percoler dans le capitalisme, que la crise sanitaire, y compris chez ceux où on l'attendait pas si vite, je voudrais les saluer, quelque part Total, souvent brocardé, a fait une évolution assez importante dans le domaine de l'environnement. Donc, comment vous ressentez, voilà, vous ça, est-ce que aujourd'hui, finalement, l'ESS, ou en bouillant le mot, l'impact, a pas déjà gagné la bataille, peut-être pas toute la guerre, mais la bataille des esprits? Alors, Commencez. Vous êtes le plus jeune d'entre nous, je crois, ici. Je pense que l'impact a partiellement gagné la bataille des esprits, en tout cas, enfin pour moi, elle a quasiment gagné, à une exception près, c'est que effectivement, appelons-le comme on veut, qu'il soit client ou citoyen, le client ou citoyen et notamment jeune, a quand même est plus averti, je pense, sur les sujets d'urgence climatique, sur les sujets de disparité sociale. Il n'interdit pas les contradictions, bien il sûr. continue à faire du streaming. Bien sûr. On est pétris de contradictions, tous. Il prend moins l'avion, mais il regarde des vidéos. Et surtout, ces personnes ont quand même aujourd'hui, enfin j'enfonce un peu une porte ouverte, mais les moyens à la fois de s'informer et de se fédérer en communauté, tout simplement. Et donc de constituer des groupements et aussi d'évaluer de plus en plus les biens et les services qu'il peut consommer. Donc je pense qu'il y a une volonté d'impact chez ces individus qui sont aussi des consommateurs, qui se traduisent par des exigences. Qui a de l'influence sur les grands groupes. Qui a de On parlait l'influence des sur les banques grands poissons, groupes. mais il y a quand même aujourd'hui une économie capitaliste de grands groupes Voilà. qui commence à changer, y compris parce que la finance lui dit Oui. je ne te financerai pas si tu ne changes pas. Oui. Donc, Stéphanie, vous sentez ça, hein, c'est juste pour compléter sur ce volet, la finance. Est-ce que la finance n'est pas aujourd'hui Oui, en train il y a une de... révolution en cours dans la finance. l'ESG, enfin tout ça. Il faut voir jusqu'où ça ira avec tout ce qu'on appelle l'impact investing, qui va, voilà, qui effectivement il y a une est part dans de la mouvance green ou de ESG. social washing quand même. C'est un vrai débat, voilà. Et ça se joue en ce moment. Ça se joue. C'est pour ça que je parlais des moment. preuves. Il va falloir prouver tout ça. Alors, il y a tout ce qui se passe, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le champ des indicateurs extra-financiers. En ce moment, la bataille que mène l'Europe avec la France, qui est très investie là-dessus, avec Bruno Le Maire, avec Olivia Grégoire sur ce sujet. Comment faire pour que ce soit qu'on influence aussi sur ces critères de performance que ce soit des critères extra-financière. français et européens plutôt que des critères américains ou chinois. Exactement. Et ça, c'est un premier élément. Et pour nous, encore une fois, la cible, le Graal, ce sera carrément la comptabilité, hein, que ce soit pas en extra-financier, mais que ce soit intégré en fait dans notre manière d'appréhender la mesure universelle, c'est-à-dire la compta. Donc de nouvelles normes ESSisées, Jean-Baptiste. Oui, il faut ESSiser les normes. D'ailleurs, la ministre, quand elle est venue au mois de novembre nous voir, elle nous dit moi, mon objectif, c'est de ESSiser Bercy. Et donc, elle porte ce discours, y compris avec ses partenaires européens, pour ESSiser l'économie. Mais je voulais revenir sur la question des nouvelles générations. Oui, tu l'as dit, hein, il y a une exigence de plus en plus importante des jeunes vis-à-vis de leur entreprise, quelle qu'elle soit, sur leur impact, sur leur pratique, etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas homogène, hein, je veux dire, on peut pas dire que tous les jeunes aujourd'hui ont cette exigence. Tout le monde a ses contradictions. Le problème, c'est effectivement la notion de transition entre nos pratiques actuelles. Voilà, et le fait de pouvoir les changer progressivement. Mais il y a aussi une volonté de donner du sens à son travail. Et pour ça, je vous donne un exemple qui est assez marquant. Quand j'ai fait mes études, dans les années 2000, il n'y avait pas de formation, ou très peu, sur l'économie sociale et solidaire, sur le développement durable, etc., etc. Aujourd'hui, toutes les grandes écoles, toutes les universités ont des formations spécifiques sur l'économie sociale et solidaire, y compris les plus grandes écoles françaises. Et c'est des formations qui sont extrêmement demandées. Et donc ça, c'est vraiment réjouissant, parce que ça, voilà, on voit bien que le terreau de l'économie de demain,
les valeurs qui sont dégagées par cette envie de donner du sens à son travail, on y est presque. Bataille des esprits, bataille de l'éducation, elle est en passe d'être remportée. Oui, et puis grâce aux nouvelles générations. On le voit aussi, hein, c'est sur le nombre, au-delà de l'économie sociale, une volonté d'une grande partie de la jeunesse de vouloir créer sa boîte et de plus en plus de créer des boîtes sociales. Et donc ça, c'est vraiment un champ d'avenir et on peut se dire que dans quelques années, c'est finalement ce qu'on voit aujourd'hui va donner ses fruits avec des nouvelles solutions, des nouvelles entreprises, des nouvelles économies. Alors finalement, les freins, c'est qui? C'est les boomers, c'est nous. Enfin, moi, je suis juste à la frontière. Il y a ce débat un peu décroissant qu'on a essayé, je crois, d'éviter. C'est-à-dire que il peut y avoir une croissance et verte et sociale et solidaire, vous l'avez démontré, c'est pas forcément antinomique de l'emploi ou de la réussite, après ça peut être un autre modèle, mais il y a quand même ce débat un peu peut-être de conflit en disant en fait ça va être aux enfants d'éduquer les parents quoi, quelque part dans ce nouveau monde dans lequel on rentre. C'est ça que vous ressentez ou pas? Alors, déjà, sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'importance de la notion d'ESS et de donner plus de sens à son travail chez les étudiants de grandes écoles, moi, je prends l'exemple de l'ESSEC. Je suis intervenant aujourd'hui dans un cours de la chaire économie sociale et solidaire. C'est la chaire la plus demandée de l'ESSEC aujourd'hui. Donc, il y a vraiment eu un changement entre le moment où j'ai été diplômé de cette école il y a quelques années et maintenant qui est vraiment impressionnant. Et sur l'écart, en fait, est-ce que c'est un écart générationnel et ou est-ce que c'est un écart de territoire? Parce que ce que je pense, c'est qu'on va se polariser très souvent sur l'écart générationnel en se disant, bon, les jeunes ont plus conscience de ces aspects-là, etc. Ils vont finalement pousser leurs parents vers une prise de conscience, ou en tout cas l'opposition entre ces deux mondes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est trop souvent ignoré, c'est l'écart des préoccupations sur les territoires et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce mouvement de volonté d'impact de la part des entreprises ne soit pas l'apanage des zones qui réussissaient hier dans la mondialisation et qui réussiront demain, et finalement que les territoires abandonnés, qui cumulent les désastres économiques, culturels, etc., ne soient pas en proie, comme c'est largement le cas aujourd'hui, au choix entre soit je continue dans les habitudes du monde d'avant tout en ayant conscience que c'est quelque chose qui est en train de péricliter, du coup ça me fait peur et ça ravive aussi des basses passions. Enfin, moi je viens d'une région qui subit tous ces éléments-là, j'ai des personnes jusque dans ma famille qui peuvent être dans cette logique, soit finalement si je veux me diriger vers quelque chose d'alternatif, la seule offre elle est on va dire, elle est le champ uniquement de structures associatives et ou politisées dans lesquelles je me reconnais pas vraiment. En fait, du coup, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on embarque cet impact, cette ESSisation sur tous les territoires pour que ce soit pas, encore une fois, uniquement les territoires qui réussissent, qui disent ça et qui veuillent l'imposer partout, quoi. Stéphanie? Oui, moi j'ai peut-être 3 éléments en complément. Un, faut quand même pas sous-estimer la résistance au changement. Faut pas penser que comme ça, voilà, on est dans une période de transition. Vous l'avez dit, oui, il y a de plus en plus de formations, il y a un engouement des jeunes. Et deuxième élément, des moins jeunes. Moi, je vois énormément de personnes qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont envie de s'engager vers l'économie à impact. Il faut arrêter d'opposer les générations. C'est un vrai combat. Et je pense que... Faudra dire ça à Julien Bayou, alors. Ouais. Voilà. Alors surtout qu'en plus, Dieu sait qu'il y a eu des générations de boomers sur l'écologie, des grandes figures. Donc arrêtons ça. C'est mortel pour notre pays. On a besoin de cohésion et de faire ensemble. Et je pense que effectivement il y a la dimension territoriale, elle est très très juste comme tu le soulignais, et que c'est encore une fois de construire ces passerelles entre des univers différents, mais aussi entre des territoires. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on doit faire avec la fonction publique, avec l'administration. Ça aussi, ça va emmener un vent nouveau, et il faut pas louper ce passage-là. Jean-Baptiste, la présidentielle 2022 doit se jouer sur l'économie à impact et solidaire. En tout cas, ce sera, je pense, un des thèmes parce que je veux dire. Est-ce que c'est si sûr? Pour l'instant, c'est la sécurité et oui. c'est plutôt la déprime. Donc, est-ce que c'est une réponse, en tout cas? En tout cas, le pire n'est jamais certain. Voilà. Est-ce que ça peut apporter ce vent nouveau, un vent d'air frais ou en tout cas des solutions à un risque finalement d'une présidentielle qui se cantonnerait à parler des problèmes, Dieu sait qu'il y en a, et d'essayer d'offrir finalement ce volontarisme un peu optimiste qui nous manque un peu?
Je peux pas parler pour les partis politiques. Non, mais c'est eux qui mettront leur stratégie. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, qu'il y a une attente des Français de trouver des solutions aux problèmes du monde et que l'économie sociale participe à trouver des solutions aux problèmes du monde et aux problèmes locaux, enfin, de mon quartier jusqu'aux problèmes du monde. Donc, il serait, entre guillemets, peut-être intéressant pour eux, je parle au personnel politique, de prendre en compte cette attente et cette aspiration des Français. Mais moi, je souscris tout à fait ce qu'a dit Stéphanie sur la question de ne pas opposer les générations. Et effectivement, on voit bien que aujourd'hui, ceux qui entreprennent, ils sont vraiment de toutes les générations. Et cette recherche de sens, elle se retrouve un peu sur toutes les générations. Cependant, ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, c'est qu'il y a cette conscience qui est beaucoup plus forte. Que finalement, c'est aussi à eux de construire l'économie de demain. Donc, il faut certainement plus écouter que... Voilà, puisque c'est eux qui subiront un certain nombre de conséquences et c'est aussi à eux de prendre leur destin en main. Mais que c'est aussi dans l'intérêt des générations plus âgées de trouver... de donner confiance à la jeunesse qui est en capacité d'apporter des nouvelles solutions parce que certainement plus connectées, avec des nouveaux besoins et que c'est source de performance pour notre société. Et donc, il n'y a pas d'opposition à avoir parce que tout le monde est gagnant. Qui payera les retraites? C'est bien les jeunes d'aujourd'hui. Donc, il faut bien qu'une économie marche. Et ces générations, ils ont un certain nombre de solutions. Et tant mieux si elles s'investissent dans les grandes écoles et demain dans des entreprises en montant des projets, etc., sur une économie qui sera forte et qui sera plus résiliente. Dernier petit point de mon côté. Je pense aussi, on n'a pas parlé beaucoup de la société numérique, parce que c'est aussi une grande révolution. On a fait une étude avec l'Institut Sapiens justement sur cette question et la place que peut jouer l'économie sociale dans la transformation que va apporter l'économie sociale. Je pense qu'il y a deux valeurs importantes à prendre en compte et c'est pour ça aussi qu'il faut investir dans cette économie sociale et solidaire. La première, on l'a dit tout à l'heure, l'économie sociale est une économie de proximité, locale, non délocalisable et une économie aussi d'amortisseur de crise. On l'a vu avec la question des subprimes. Et donc, dans une économie qui, localement et nationalement, va se transformer, de soutenir une économie de la solidarité, de la proximité, etc., c'est plutôt une bonne chose pour éviter des crises sociales importantes comme on en a connu et qu'on en connaîtra peut-être demain, parce qu'effectivement, le rouleau compresseur de l'économie numérique va nous affecter. C'est le premier point. Le deuxième point, on doit aussi s'interroger sur ce que seront les emplois de demain. Et on voit bien là qu'il va y avoir des transformations qui seront majeures. Les emplois qui vont être remplacés par l'algorithme et les emplois qui ne peuvent pas être remplacés par l'algorithme. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui sont extrêmement qualifiés, qui angoissent, dans la finance, dans le droit, dans la médecine même, en disant, nous, notre valeur qui est reposée sur la valeur humaine et la qualification humaine, si demain la machine fait mieux que nous, peut-être que les nouvelles générations dans ces professions auront moins de valeur sur le marché du travail. Inversement, ce qui n'est pas remplaçable, c'est l'humain, c'est les valeurs du care, l'empathie, et cette ressource, entre guillemets, cette expertise, elle est beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, il est fort probable que cette valeur, entre guillemets, humaine qui est portée par l'économie sociale, soit une valeur qui soit plus chère dans l'économie de demain. Si on prend, vous avez cité les questions des premières lignes, on voit bien qu'il nous manquait d'infirmières et que les infirmières ont joué un rôle indispensable et que d'ailleurs leurs salaires ont été augmentés et c'est une très bonne chose. Donc prendre en compte les perspectives de l'évolution de la société numérique, c'est aussi se dire il faut peut-être investir dans l'économie sociale au moins pour ces deux raisons. Absolument. Vous parlez des métiers de demain, on pourrait dire, on va conclure, mais à Stuart, un des métiers qui explose en ce moment, c'est réparateur de vélos. Par exemple, tout à fait. On ne parle pas beaucoup, mais qui aurait imaginé ça il y a 10 ans, pas forcément. Il y a tout un écosystème qui s'est développé effectivement avec l'essor du vélo, de réparation de vélo, mais toujours. Et d'ailleurs, pour faire un pont sur la réparation, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est l'économie circulaire, qui est pour le coup une réponse assez concrète à la fin du système. J'extrais des ressources, je consomme, je jette, mais qui a de nombreuses vertus et qui a de nombreuses vertus sur l'aspect de l'emploi aussi, en développant de plus en plus des expertises de réparation. Énormément de startups se sont développées dans la réparation, dans le fait qu'aujourd'hui on jette beaucoup trop. Alors c'est pas forcément bon pour certains pans de l'économie, mais ça transforme aussi, puis ça crée des emplois de proximité. Alors on va donner le dernier mot à Stéphanie sur un mot, c'est est-ce qu'il faut remplacer donc pour les années 2020 le mot Startup Nation par
ESS ou Impact Nation pour le Macron de 2022 ou son successeur en tout cas. Peut-être, mais il faudra pas s'arrêter à la communication. Et moi, j'aimerais que ce qu'on retienne, c'est qu'avoir un modèle économique à la fois plus soucieux de l'humain et de l'environnement, c'est pas une question de générosité, c'est une question d'efficacité. Eh ben, on terminera ce podcast formidable, très engagé et passionnant là-dessus. Et on vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que la Tribune et l'Institut Sapiens travailleront ensemble à tous les grands débats de la présidentielle. On a vu que celui-ci en est un. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos 3 invités. Merci à vous. Merci.